Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec la grande école de l'ESSEC pour son Master in Management. On va parler de l'admission sur concours, après une prépa notamment. Avec nous pour en parler, la directrice des études de la grande école et des programmes Master de l'ESSEC, Marie-Noëlle Cobel. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'une étudiante en première année, donc fraîchement admise à l'ESSEC. Félicitations, Chloé Gibaud. Bienvenue à toutes les deux. On va commencer tout de suite avec le pitch. Alors Marie-Noëlle, ça va être à vous dans une poignée de secondes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est parti, on lance le chrono. Top chrono, vous avez une minute. Exercice difficile. Donc le programme Grande École est un programme qui a une longue histoire, qui est prestigieux, puisqu'on est numéro 3 au classement du Financial Times, et dont la mission principale est de former des leaders responsables qui ont envie et qui sont capables, mais qui ont surtout envie que leurs actions et leurs décisions aient un impact sur le monde, sur l'environnement, sur la société. Une spécificité vraiment qui caractérise l'école, c'est l'individualisation des parcours. Chaque étudiant va construire son parcours de façon personnelle, de façon régulière, progressive, avec des expériences académiques, des expériences professionnalisantes et des expériences à l'international. L'objectif étant qu'il démarre sa carrière avec justement un poste, une fonction, un secteur choisi. Start-up, multinationale, en France, à l'international, dans le secteur qu'il a envie d'embrasser. Très bien, vous êtes parfaitement dans les temps. La minute est écoulée, on va pouvoir passer au face-à-face avec les internautes. Allez, la régie, c'est parti pour la toute première question. Tu peux la lire, Chloé? Oui. Alors, du coup, la première question est: quelle est la filière de prépa idéale pour intégrer la grande école de l'ESSEC? Est-ce que tu as une petite idée? Alors, je suppose que ça dépend si on parle en termes de statistiques. C'est sûr qu'il me semble qu'il y a plus d'élèves ayant fait une prépa ECS, c'est-à-dire voie économique, mais en ayant un bac S, que d'autres candidats à l'ESSEC. Pour autant, si je devais donner ma réponse, entre guillemets, je dirais que c'est la filière qui vous convient le mieux, dans le sens où l'important, c'est d'être intéressé pendant les 2 ans quand même. 2 ans, ça demande beaucoup de motivation. Donc finalement, ce serait plutôt de privilégier les matières dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et dans lesquelles vous avez de bons résultats. Très bien, très bonne réponse, je trouve. Marie-Noëlle, est-ce que vous avez du coup quelque chose à ajouter? Non, je confirme complètement ce que vient de dire Chloé. Je crois qu'il ne faut pas envisager la prépa et le concours avec la notion de stratégie, avec des chiffres, pour une raison qui est que certes, il y a les épreuves écrites, mais il y a aussi les épreuves orales. Et à l'oral, quand on est en entretien, on ne va pas forcément parler de ces matières, de ces disciplines. On va avoir une personne qui aura envie et qui saura expliquer que ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui lui a plu. Oui, donner la cohérence de son parcours. La cohérence est importante. D'accord. Donc pas de stratégie. On peut rappeler du coup d'après quelle prépa vous êtes accessible? Alors il y a plusieurs voies de concours. Donc il y a la voie sur la prépa scientifique, voie scientifique. Donc bien sûr on parle des prépas économiques et commerciales, mais voie scientifique, voie économique. Je crois que c'est celle que vous avez fait. Oui, c'est ça. Il y a la voie technologique et il y a la voie des littéraires, sachant que dans les littéraires, on met les étudiants à L, donc après classe prépa littéraire Hippocagne-Cagne, et la voie BL. Voilà. Donc chacune de ces voies a ses spécificités. D'accord. Et je pense qu'effectivement, on pourrait répondre avec des tableaux. D'ailleurs, ces tableaux, ils sont connus des classes préparatoires. Voilà, le nombre de candidats, le nombre d'intégrés. Mais je pense que globalement, c'est l'intérêt qu'on a dans son programme de classe préparatoire qui est le plus important. Oui. Tout de même, vous recrutez pas mal de prépa éco, dont tu es issu, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas mal, oui. Enfin, je crois qu'on est à 35%, 30%. Donc voilà, on a toutes nos chances en étant en prépa économique, mais d'un autre côté, en tout cas, la majorité des élèves ont fait une prépa scientifique. Avec le petit S en plus. C'est ça. Et comment ça s'est passé, toi, la prépa, la classe prépa, tu l'as vécu comment? Plutôt bien, dans le sens où j'ai eu la chance d'aller dans une prépa que j'avais choisie. J'avais pu faire les portes ouvertes avant d'aller là-bas. Ça m'avait beaucoup plu en termes d'ambiance. J'ai pas été déçue en intégrant cette prépa. Et puis, si j'avais choisi de faire prépa, c'était pour les concours, pour l'école après, mais aussi pour tout l'aspect théorique, tout ce qu'on allait apprendre. Donc finalement, j'ai été contente quand même d'avoir au moins 1 an et demi très riche en apport théorique et en connaissances. Ça marche. Allez-y pour la prochaine question, Marie-Noëlle.
Alors, comment se passe la première année pré-master en termes de charge de travail, de cours électifs, de pratique contre la théorie, versus la théorie? Et moi, j'ai envie de rajouter versus prépa aussi, Voilà. puisqu'on parlait de la prépa. Voilà. Alors, peut-être Chloé, vous débarrez et puis je compléterai puisque vous êtes ça marche. moi. D'accord. On était dedans, donc on continue. Voilà. Ça marche. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que du coup, je suis à l'ESSEC que depuis 3 mois, en gros. Donc, par exemple, j'ai pas encore eu l'occasion de choisir mes cours fondamentaux. On les choisit ni les électifs, parce que ça intervient plus tard dans notre parcours. Le premier trimestre à l'ESSEC, et ce sera une manière de répondre à la question, est constitué quasiment uniquement de séminaires qui ont divers thèmes, sujets, supports. Et justement, c'est un peu une manière de faire tout de suite du pratique en fait. Et c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée en entrant à l'ESSEC, dans le sens où après 2 ans de prépa, on ne nous remet pas tout de suite derrière un ordinateur ou en amphithéâtre à écouter un professeur. On travaille de manière bien différente parce que pendant ces séminaires, en fait, on est surtout amené à travailler en groupe avec des élèves qu'on ne connaît pas forcément, même souvent qu'on ne connaît pas. C'est assez intéressant. Et justement, pour donner un autre exemple de pratique, moi je suis en plein dans mon stage terrain, qui est en gros 1 mois qu'on nous donne à l'ESSEC pour aller expérimenter la vie dans une organisation, qu'elle soit associative ou que ce soit une association ou une entreprise. Et du coup, moi je suis depuis 1 mois chez Quick où je fais des burgers, où je sers les clients qui sont parfois sympas, parfois un peu impatients. Donc niveau pratique, on est servi. Eva, tu as déjà donné pas mal d'informations, j'ai envie de te poser plein de questions. Du coup, on en était peut-être à la transition entre la prépa et l'école. Une fois qu'on a le concours, comment ça se passe? Est-ce que du coup, c'est une grande bouffée d'air, on respire enfin? Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, alors je tiens quand même à casser un mythe. Nous, en école, on n'a pas forcément plus de temps en prépa parce qu'en fait, on se retrouve pris dans plein d'obligations différentes. La séquence cliché, c'est dans 10 minutes. Hein. Pardon. Mais c'est pas celui dont je vais parler tout à l'heure. Ok, très bien, tu spoil pas. Non. Parce que finalement, entre les associations, les cours ou les séminaires auxquels il faut quand même assister, les soirées, ça fait beaucoup de choses. En fait, on n'a pas forcément tant de temps que ça pour soi. Mais oui, c'est plus du tout dans le théorique, c'est la pratique, c'est faire de nouvelles rencontres, s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur via les associations, découvrir le travail en groupe. Enfin, c'est vraiment très différent de la prépa et c'est agréable. Donc tout ça directement en arrivant à l'ESSEC. On est mis dans le bain de la pratique. Donc après, comment ça se déroule? Elle n'a pas encore vécu. Comment ça se passe la première année? La première année, justement, il y a ce premier trimestre, elle est divisée en trimestres, et le premier trimestre est vraiment ce qu'on nous avons voulu comme étant à la fois la continuité de la prépa, c'est-à-dire qu'on veut que l'étudiant comprenne que c'est pas la prépa c'est fini, mais c'est on continue et on construit à partir de ce qu'on a fait en classe préparatoire, mais différemment. Et effectivement, on a décidé de ne pas commencer tout de suite les cours de gestion. C'est pas du tout le modèle que l'on souhaite. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. Hein. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit depuis maintenant 4 ans. Et on est assez content du résultat. Donc l'étudiant arrive et effectivement on va lui faire prendre conscience que là il passe à autre chose, et cette autre chose ça va être de savoir mobiliser des connaissances sans avoir et à les mettre en pratique, donc des problématiques d'entreprise, à avoir à prendre des décisions ou faire des recommandations sans avoir l'exhaustivité de toutes les informations, parce que la vraie vie c'est ça, pas décider trop tôt, pas décider trop tard. Commencer à réfléchir sur par exemple l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On fait vivre un séminaire entrepreneurial et les étudiants vont se dire mais finalement j'ai une fibre entrepreneuriale, je ne le savais pas vraiment. Donc on fait vivre un certain nombre d'expériences, on rapproche avec l'expérience terrain du métier d'exécutant, le rôle dans une organisation de métier d'exécution, puis on fait vivre une expérience où on va accompagner un manager, parce qu'on parle de management, mais c'est quoi être manager? Donc ça c'est le deuxième stage? C'est le deuxième stage qui va avoir lieu à la semaine dans 15 jours. Oui, c'est ça. Voilà. La différence avec l'expérience terrain, pardon, c'est que le stage terrain dure 1 mois, alors que quand on suit un manager, ça dure qu'1 semaine. Voilà. D'accord. Et on va accompagner ce manager, voir comment il interagit avec ses équipes, la culture de l'entreprise. Enfin, on vit beaucoup d'expériences. Et on va commencer ensuite les cours. Donc ces expériences, elles commencent à faire réfléchir. Elles commencent à faire réfléchir au projet. Et ensuite, on va découvrir les disciplines de gestion. Donc là, on va avoir des cours de finance, des cours de marketing, des cours de droit, enfin,
des cours de statistiques, des cours de mathématiques, parce que toutes ces bases sont importantes. Mais ces cours, ils vont aussi être en regard d'un projet, donc un vrai projet qu'une entreprise a et pour lequel un groupe d'étudiants va effectivement, entre décembre et juin, travailler progressivement et présenter sa recommandation. Donc beaucoup de cours, quand même dans une certaine forme de pratique. Oui, et surtout de commencer à réfléchir sur ses choix, commencer à se dire j'ai une affinité. Je donne un exemple, des étudiants peuvent avoir une affinité avec le droit qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne l'ont pas encore touché du doigt. Ils peuvent avoir une affinité et cette affinité, ils ont peut-être pour certains envie d'approfondir un petit peu plus tard. D'autres vont dire pas du tout, moi j'ai plutôt envie de continuer dans des matières quantitatives. Donc c'est le début d'une réflexion et qui permet de se poser et de commencer à penser à son projet professionnel. En classe préparatoire, on ne peut pas avoir de projet. Et surtout, on est beaucoup dans la réflexion, dans la théorie, beaucoup de compétences très utiles d'analyse, de synthèse, mais on ne peut pas penser déjà à son projet professionnel. Quand on arrive à l'école, on va commencer à y réfléchir, à se poser. Et puis, il y a une autre dimension qui est l'accompagnement, justement, professionnel. Ça, on pourra y revenir. On pourra y revenir. On va passer à la question d'après, je t'en prie. Alors, vous mettez l'accent sur la liberté de choix laissée à vos étudiants pendant leur cursus. Ça consiste en quoi exactement ? Y a-t-il tout de même un accompagnement de la part de l'école afin d'avoir un parcours cohérent ? Quelle belle transition, n'est-ce pas ? Alors, la liberté dans un petit peu cadrée quand même, ou liberté totale ? Toi, tu ne l'as pas encore vécu du coup, mais... Non, pour l'instant, en fait, la spécificité de l'année pré-master, en fait, c'est qu'on est quand même assez encadré, dans le sens où, par exemple, pendant le premier trimestre, on ne va pas choisir tel ou tel séminaire. C'est des travaux de groupe qui nous sont imposés. Après, pour les autres années, je vais peut-être laisser... La liberté, l'individualisation du parcours, effectivement, c'est tout à fait exact. C'est quelque chose que l'étudiant va vivre à partir du cycle master, c'est-à-dire à partir de sa deuxième année. On termine la première année où il y a quelques choix qui sont laissés à l'étudiant, mais c'est après le premier stage que l'étudiant en cycle master va vraiment démarrer la construction individuelle de son parcours. Alors, les briques que l'on donne à cet étudiant pour son parcours, c'est une partie académique, des cours, une partie professionnalisante, il faut qu'il ait au moment du diplôme 12 mois de stage minimum, et c'est l'expérience internationale, 6 mois minimum d'expérience internationale. Ça, c'est le cadre. Qu'il peut en fait découper exactement. À son envie. Il va non seulement découper, il va programmer dans le temps, il va programmer dans le contenu. Donc pour l'académique, on va avoir un socle de connaissances. Donc les fondamentaux qu'on a découverts en première année, on va les approfondir en cycle master. Ça, c'est le socle, parce que si on veut... tronc commun. Voilà, le tronc commun. Mais là aussi, l'étudiant va choisir le moment où il va les prendre, le lieu où il va les prendre. Il va pouvoir les faire à Cergy, mais il va pouvoir les faire aussi à Singapour, par exemple. Donc, il y a l'académique. Au-delà du tronc commun, l'étudiant va choisir ses électifs. Donc, là, dans la question, il y avait le mot électif. Oui, il va choisir une spécialisation, plusieurs spécialisations. Il va pouvoir démarrer une spécialisation en suivant une chaire, en suivant une filière. Voilà, donc là, il y a une offre très large de cours. L'international, il va avoir le choix de faire un échange, un double diplôme chez un partenaire, ou alors un stage, ou alors d'aller sur un de nos campus à Singapour ou à Rabat. Donc là, on voit bien le lien déjà, et le fait que ça dépend de l'étudiant et de son envie d'approfondir tel ou tel sujet. Ça fait quand même pas mal de choix. Voilà, tout à fait. Et le professionnel, il y a aussi des choix, parce que la durée des stages, le moment du stage, à part le stage de fin de première année, où là, on a 3 mois minimum, il faut que l'étudiant les fasse, c'est la première expérience longue. Après, l'étudiant va programmer ses stages au moment où il le souhaite, dans le secteur où il le souhaite et dans le lieu où il le souhaite. D'accord. Donc on voit bien toutes les combinaisons. De cette liberté finalement de choix, vous pourriez faire comme les autres écoles et leur laisser le choix pour certaines matières, les guider un peu plus, leur donner des chemins finalement. Alors les chemins on leur donne. On ne va pas dire à l'étudiant en début de deuxième année, rendez-vous dans 2 ans ou 3 ans, débrouillez-vous. Voilà. On veut que l'étudiant soit acteur parce que un modèle pédagogique où l'étudiant se pose des questions, est-ce que je veux aller à Singapour suivre cette spécialisation, ou est-ce que je veux aller chez un partenaire académique, ou est-ce que je veux rester à Cergy faire telle chaire, oblige l'étudiant à réfléchir sur son propre projet. Et on va l'accompagner. Donc il va rencontrer des professeurs, il va rencontrer des personnes du career service,
il va rencontrer le service de direction des études. Enfin, il a un certain nombre de personnes pour l'accompagner. On ne le laisse pas tout seul parce que nous savons aussi qu'à un moment donné, quand on est devant 3 ou 4 chemins, il faut exposer les chemins et que quelqu'un aide. Ça peut être très difficile d'avoir Et l'embarras il du peut choix. aussi avoir un mentor en entreprise qui peut aussi là, lui apporter un éclairage plus professionnalisant. Ok. Et si je peux rajouter une Oui. dernière petite chose, c'est que certes on a beaucoup de choix et c'est à nous de finalement nous responsabiliser et faire ces choix justement, mais on est quand même assez accompagnés dans le sens où on nous donne quand même beaucoup d'informations, on nous présente ces doubles diplômes, on nous présente... il y a plein de petits ateliers en fait, qui sont proposés, parfois sur le temps du midi. Par exemple, la semaine prochaine, je sais que je me suis inscrite à un atelier qui s'appelle Comment trouver un stage aux États-Unis, quelle démarche faire pour le visa. Donc en fait, certes, c'est à nous d'imaginer ce qu'on va vouloir faire, mais une fois qu'on a quand même une petite idée de ça, on n'est pas laissé seul dans la nature et il y a beaucoup d'encadrement possible et d'ateliers comme ça qui sont proposés. D'accord, très bien. Alors, puisqu'on parle des stages, tu disais trouver un stage aux États-Unis, une question sur les stages qui peut se rapprocher sur cet accompagnement dont on parle. Allez-y. Donc, est-ce que vous nous aidez à trouver nos stages? Y en a-t-il un tous les ans? Et peut-on en faire un à l'étranger? Alors, je pense que déjà, on a un minimum de 12 mois de stage, et je dis bien minimum, parce que les étudiants veulent en général rajouter encore des stages ou des expériences. Justement, nous n'obligeons pas, à part le stage de fin de première année, qui est vraiment placé dans le temps et qui est presque logique, cohérent avec la progression du parcours, on n'oblige pas tous les ans à faire un stage. Un étudiant peut dire, je vais faire 3 trimestres de cours, 2 trimestres à Cergy parce que j'ai envie de suivre une chaire, et puis je vais faire un trimestre, je dirais, sur des campus de l'ESSEC. Donc là, on voit bien que sur une année académique, cet étudiant n'a pas fait de stage. Donc on n'oblige pas, mais on souhaite que l'étudiant se projette dans son cursus. Quand est-ce qu'il va mettre? Il va faire l'exercice que j'appelle un peu l'exercice de la page blanche. Il va écrire peut-être 3 ou 4 chemins. Et puis ces chemins, au fur et à mesure, il va les remettre sur le métier. Certains vont se fermer, il n'y en aura plus que 2. Et puis notre credo, c'est de dire un étudiant qui aurait démarré une spécialisation, il s'est trompé, c'est trop important pour lui dire désolé, vous êtes trompé, il faut continuer. Non, il a le droit justement d'aller explorer d'autres voies. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la liberté de... Très bien. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble, ça passe très vite. On va passer tout de suite à la séquence des clichés. C'est parti. Alors Chloé, tu voulais déjà anticiper cette séquence, parler des clichés qu'on peut avoir sur ton école, peut-être sur ton programme plus spécifiquement. Quels sont les clichés qu'on peut avoir, peut-être qu'on pourra abattre aussi par la même occasion? Alors, toujours pour rester sur la première année, parce que finalement, c'est la première chose qui vous attend si vous intégrez l'ESSEC. On peut entendre souvent que pendant un trimestre, justement, à l'ESSEC, en première année, on ne fait rien parce qu'on n'a pas de cours. C'est faux. Les séminaires, on ne fait pas rien pendant les séminaires, c'est simplement une façon différente de travailler. Pour vous donner un exemple, on a un séminaire qui s'appelle le Bootcamp Startup Shaker. Et pendant 33 heures, on est bloqué à l'ESSEC dans le but de lancer une start-up avec, on est en groupe de 4, je crois, 4 ou 5 personnes. Donc je peux vous assurer que quand pendant 33 heures, vous bossez sur un projet, vous arrivez à 8 heures le matin et à 5 heures du matin, vous êtes toujours, dans la nuit, vous êtes toujours à l'ESSEC. Non, on ne fait pas rien, oui, c'est fatigant. Après, c'est sûr que c'est pas la façon de travailler qu'on a apprise en prépa. Je pense que c'est plutôt en comparaison aux nuits blanches qu'on a pu passer pour avoir le concours, qu'on se dit, ça y est, ça va être... Oui, c'est sûr qu'on a peut-être un peu moins d'impératif dans le sens où la présence à l'école est moindre que la présence qu'on pouvait avoir en prépa. Mais d'un autre côté, on attend quand même beaucoup de choses de nous et il y a quand même des rendus à donner et c'est beaucoup de travail quand même. Mais vous êtes plus responsabilisés peut-être? Oui, voilà. On a plus de périodes où on doit travailler par nous-mêmes, retrouver notre groupe. On n'est pas autant encadré et surveillé, on va dire. Ok. Est-ce que tu as un deuxième cliché? Est-ce que vous avez un deuxième cliché? Moi, j'en ai un auquel un mot m'a fait penser. Le fait de dire, de toute façon, à l'ESSEC, tous les étudiants se ressemblent. C'est tous les mêmes.
Peut-être formaté, c'est ça? Oui, voilà, tout le monde fait la même chose, tout le monde rentre pour faire du conseil ou faire de la finance. Et je crois que la réalité, elle est tout autre. Alors oui, on va avoir des étudiants qui s'intéressent et qui ont envie, c'est leur motivation, d'aller dans un cabinet de conseil ou de travailler en finance. Il suffit de regarder les enquêtes Premier Emploi. Mais on a une diversité de personnalités, diversité de profils, je dirais extrêmement riche. Donc surtout ne pas penser que tous les étudiants se ressemblent, tous les étudiants... Vous ne prenez pas les mêmes types d'étudiants, puisque vous les recrutez sur des prépas par exemple différentes, aussi il y a des admissions pareilles. Il y a aussi, voilà, même la diversité elle existe au niveau des étudiants de classe préparatoire, parce que les étudiants ils ne sont pas tous les mêmes, c'est vraiment un cliché de penser qu'ils sont tous identiques. Et effectivement, cette diversité, on l'enrichit à partir de la deuxième année où les cours, les activités, les expériences vont être partagés avec des étudiants admis sur titre, français et internationaux. On a un live spécial admission sur titre de l'ESSEC aussi. Voilà. Et quand un étudiant de classe préparatoire se retrouve dans un groupe de travail en cycle master, dans un cours, avec un étudiant indien, ingénieur, avec une étudiante chinoise qui a fait de l'informatique, avec un juriste d'une autre nationalité, voilà, tout avec un étudiant qui a fini sa pharmacie en France, tous ces étudiants-là, c'est pas des clones, et on apprend de cette diversité. Et le mot fils à papa m'a fait dire aussi que c'est pas des clones, et c'est vraiment fils à papa, non, parce que justement, ça n'est pas ça. Donc, ok, c'est bon pour les clichés. Il y a d'autres clichés à battre ou c'est terminé? Il y en a plein d'autres, mais là c'est déjà pas mal. C'est très bien. Tu te sens pas formatée, toi, par l'ESSEC? Non, ça va. Pour l'instant, non. J'avoue que. Bon. D'un autre côté, est-ce que je me rendrais vraiment compte si c'était le cas? Pour l'instant, j'ai l'impression que non. Croisons les deux. Allez-y pour la prochaine question. Alors, combien y a-t-il de places attribuées chaque année au double diplôme avec l'école du Louvre? Alors là, effectivement, la question, c'est la question des doubles diplômes et du nombre de places. Alors, de façon générale, peut-être dire deux choses. Il y a effectivement un nombre limité, mais effectivement aussi, il y a une préparation à ces doubles diplômes. Donc, par exemple, pour le Louvre, en première année, comme c'est le cas pour Centrale Supélec et comme c'est le cas pour l'ENSAE, les étudiants qui s'intéressent à ce double diplôme font une préparation pendant que leurs camarades qui ne s'intéressent pas au double diplôme travaillent plus sur le projet. Et effectivement, ça permet déjà dans un premier temps de s'assurer que son intérêt est bien réel, c'est-à-dire que c'est bien ce que l'on pensait. Et ensuite, c'est une préparation qui permet d'évaluer son niveau. Puisque quand on parle de double diplôme, l'école partenaire, elle souhaite effectivement aussi... Il y a des critères d'admission propres à chaque école. Exactement, il faut un niveau de connaissance minimum. Et puis nous-mêmes, on souhaite que l'étudiant qui part en double diplôme et qui va par exemple là aller faire sa L3 quand il sera en deuxième année du parcours ESSEC à l'école du Louvre, il réussisse. On ne veut pas envoyer un étudiant qui se serait trompé sur sa motivation et qui n'aurait pas le niveau. Donc le nombre de places, là j'ai un trou, je pense qu'on est à peu près à une petite dizaine. D'accord. Pour chaque double diplôme, c'est à peu près les mêmes ratios? C'est à peu près, par exemple pour Centrale, ça peut être un peu plus, mais ça correspond, on est toujours entre 10 et 15 étudiants. Voilà, les chiffres montrent qu'on arrive à peu près à ces chiffres-là. D'accord. Donc quand il y a effectivement, pour certains doubles diplômes, il y a une préparation, c'est le cas des 3 que j'ai mentionnés là. Et pour d'autres, ce sont des doubles diplômes qui sont proposés en cycle master et qui là ne supposent pas de préparation, si ce n'est la préparation de son dossier et sa motivation. D'accord. Mais effectivement, il y a le nombre de doubles diplômes, d'étudiants qui partent en double diplôme, est à peu près de cet ordre de grandeur. C'est forcément du coup en deuxième année, ça se passe? Alors, effectivement, l'année pré-master, elle est là pour... Et j'ai oublié, bien sûr, l'école d'architecture, qui est le dernier double diplôme, pour lequel il y a une préparation aussi en année pré-master. Donc, il faut le temps de se préparer, de s'assurer que c'est bien son projet. Là aussi, ça fait partie de cette année pré-master où on mûrit son projet. Et effectivement, après, on confirme, on peut être engagé dans la préparation et dire non, finalement, je vais faire juste l'échange avec le Louvre ou l'échange avec Centrale Supélec. Qui n'est pas un double diplôme. Qui n'est pas un double diplôme. Que le double diplôme, c'est vraiment, on est diplômé des deux écoles à part égale. À part égale, c'est exactement le même diplôme. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, on partage son temps finalement entre les deux écoles aussi. On partage son temps. Il y a aussi une logistique à prévoir. Complètement.
Complètement. Ça n'empêche pas effectivement de pouvoir aller faire par exemple un échange à Singapour si on souhaite le faire. Mais quelque part, on partage son temps, on parle du vrai diplôme, c'est pas une partie du diplôme, c'est le diplôme de l'ESSEC. Pas une mention en tout petit sur le diplôme. Pas du tout. Donc c'est très engageant, mais pour les étudiants, le nombre d'étudiants dont je vous ai parlé pour chacun de ces doubles diplômes, il y a la motivation, il y a le sens, et effectivement, ils réussissent bien parce qu'il y a ces deux éléments-là. Et donc, vous faites cette présélection, et après, l'école qui accueille aussi fait une sélection. Alors, d'abord, on va effectivement, je pense qu'on a construit un programme de préparation avec le partenaire, puisque c'est le partenaire qui connaît le mieux le contenu et le niveau qu'il faut avoir pour rentrer dans son école. Donc, que ce soit l'école du Louvre, là, on a le programme, une fois par semaine, l'étudiant va aller à l'école du Louvre, plus certains samedis devant les TDO, devant les œuvres. Pour Centrale, c'est des cours de physique et une section spécifique en mathématiques. Pour l'ENSAE, c'est une section spécifique en mathématiques. Et pour l'architecture, c'est un groupe de travail et puis un projet particulier, des cours particuliers avec l'école d'architecture. Donc, on a construit un programme qui a du sens et qui permet à l'étudiant d'avoir le niveau. Et ensuite, il y a un entretien où l'étudiant va exprimer sa motivation. Donc c'est un entretien oral. Exactement. C'est pas tout le concours d'entrée à Centrale Supélec. On est un peu allégé quand même. On a déjà passé les SEC. Exactement. On a déjà passé les SEC, on a déjà eu une sélection et on est préparé. Et donc l'école partenaire va vérifier la motivation, va vérifier, parce qu'il y aura des examens écrits, oui, le niveau il est là. Et effectivement, on va dire à l'étudiant, oui, vous êtes motivé et avec ce niveau, vous allez pouvoir réussir. Très bien. Voilà. Chloé, tu peux lire la prochaine question, s'il te plaît ? Oui. Comment ça se passe pour le logement ? Tout le monde habite à Cergy, il y a des résidences étudiantes. Alors, la particularité de l'ESSEC, c'est qu'à Cergy même, on n'a pas vraiment de campus au sens où on a l'école, ces bâtiments avec des endroits où on peut sortir un petit peu, se reposer, etc. Mais ça reste juste des bâtiments administratifs dans lesquels on va avoir nos cours. Il n'y a pas, je ne sais pas, un grand parc avec des bâtiments pour la restauration, des bâtiments pour les couchages, etc. C'est vraiment uniquement les bâtiments de l'école. À côté de ça, oui, il y a des résidences étudiantes où du coup, on dispose de chambres qui comprennent, pour être très précise, un lit, un bureau, etc. Après, il me semble que il y a des cuisines communes et aussi des douches communes, si je ne me trompe pas. Ça dépend des résidences. D'accord. Bon, en tout cas, dans il me semble qu'à l'ESSEC, vous attribuez un logement à ceux qui le désirent pour les premières années. Il y a une sorte de priorité, c'est ça ? Il faut, oui, voilà. Il faut faire la demande. Si on veut un logement, on l'a quasiment automatiquement en première année, en tout cas. Alors là, je ne vais pas prendre un engagement devant tous les auditeurs sur le fait que tout étudiant... Avec des pincettes. Voilà, mais effectivement, il y a des résidences dites les résidences allégées sec, où effectivement les étudiants, et surtout en première année, les étudiants ont plutôt envie d'être dans la résidence. Ouais, pour s'intégrer. Après, effectivement, ils changent souvent et prennent des colocations. Souvent, oui, c'est la pratique. En tout cas, pour mon cas et la plupart des gens de ma promo, en tout cas, on est surtout en colocation en fait par groupe de 3, 4, 5 voire 6 et c'est quand même très sympa parce que franchement expérimenter les joies de la colocation, se mettre parfois avec ses amis de prépa avec qui on a passé les concours, en tout cas moi je sais que c'est mon cas, je suis avec mes 2 meilleurs amis de prépa, c'est vraiment super, on est assez autonome. Donc non, franchement la colocation ça reste une très bonne option. Il y a une bonne ambiance du coup sur le campus. Oui. Ok. C'est un sujet, si je puis me permettre, parce que si l'étudiant pose cette question, c'est peut-être qu'il a quand même, il se projette déjà. Quand on passe les oraux, quand on est sur le campus et qu'on passe les oraux, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de voir les résidences, de voir... Elles se visitent. En fait, on a l'occasion de passer la nuit au moment de nos oraux. Je sais que c'est ce que j'avais fait, parce que Cergy, c'est pas toujours très facile d'accès, surtout quand on vient d'une prépa pas forcément parisienne. Donc oui, on peut s'inscrire pour passer la nuit dans les résidences et tester un peu. C'est ça, c'est une bonne manière de découvrir et puis de poser les questions après de profiter de cette journée, de cette partie de présence sur le campus une fois que les épreuves sont passées pour traiter toutes ces questions. Allez-y. On parle des admissions, là, c'est le moment. Alors, du coup, je vais lire la question. Allez. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer en quoi consistent les tests psychotechniques ? Je vous remercie. Allez. Je pense que ça fait partie des choses d'admission. Donc, peut-être refaire un point sur l'admission. Un point sur les admissions et après le vécu. Le vécu. Alors, c'est effectivement une des épreuves d'admission, puisque
Dans la phase d'admissibilité, on a vérifié toutes les disciplines qui sont, je dirais, enseignées en classe préparatoire. Donc quand on est admissible, on passe à la phase d'admission, il y a 3 types d'épreuves, et on ne revérifie pas ce qui a été vu à l'admissibilité, on ne refait pas une épreuve de maths, une épreuve d'histoire géo. D'accord. On a vraiment 3 épreuves de nature différente, les tests psychotechniques, l'entretien de personnalité et de motivation, et les épreuves de langue. Donc chacune a un coefficient de 10, test psychotechnique. Autant l'une que l'autre. Voilà, tout à fait. Ce qui veut dire qu'on reste mobilisé sur chacune des épreuves. On peut faire l'impasse. Sachant qu'au niveau des langues, c'est les 2 oraux de langue, LV1 et LV2. Et les tests psychotechniques, ça se passe sur une journée. Et effectivement, l'objectif, c'est de voir comment l'étudiant va raisonner. Donc il y a la logique arithmétique, de la logique expression verbale, et puis logique avec des mises en situation. Tout ça en même temps. Tout ça sur une journée, séquencé. Donc il y a une personne, c'est très bien expliqué, on donne un temps limité pour chacune de ces épreuves, et c'est un test d'aptitude, c'est-à-dire qu'on va voir, l'étudiant en moyenne n'arrive pas souvent à aller à faire tous les exercices de chacune des séquences. C'est pas le but. C'est pas forcément le but. Il vaut mieux faire. Faut pas être trop lent non plus, parce que justement, on teste cette rapidité de raisonnement. Donc, il ne faut pas être trop lent, mais il ne faut pas stresser si on n'arrive pas au bout de tous les exercices. On a un petit livret qui explique ce que sont ces tests psychotechniques. Il faut être un petit peu entraîné, mais pas trop. Mais là, peut-être que Chloé donnera ses conseils. L'idée, c'est vraiment de mesurer et puis cette résistance. Je suis capable d'enchaîner les séquences qui sont des séquences de nature différente. Donc c'est de la logique un peu de l'arithmétie. Oui, il peut y avoir des séries, il peut y avoir des intrus quand on est dans le verbal, des compréhensions de petits textes. Donc tous ces éléments-là, c'est vraiment... Tout ça, une fois qu'on a passé ça, on passe l'entretien de motivation, c'est ça? Alors, c'est pas sur le même... Là, il y a un jour Vous laissez un petit temps de repos quand même au cerveau, c'est ça? Temps de repos, ça dépend si on est si on démarre son épreuve d'entretien juste le lendemain ou sur le lendemain. Mais en tout cas, ce ne sera jamais la même journée. Non, c'est pas la même journée. Là, le cerveau explose au bout d'un moment. Oui. Surtout, il faut être bien reposé, parce que justement, ça demande de la concentration. Exactement. Ça, je crois que c'est important. Mais c'est sur une journée. On est entièrement dédié au test. D'accord. Et c'est il faut être présent sur place, on ne peut pas les faire en ligne si jamais on est présent sur place. Okay. Chloé, comment ça s'est passé alors? Alors, honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Forcément, puisque tu es là. Non, je ne regarde pas un souvenir terrible, honnêtement. J'avais un petit peu préparé, mais pas trop non plus. Dans le sens où j'avais quand même une petite idée des épreuves qui nous attendaient. Mais j'avais fait quelques séries par exemple, j'avais je m'étais entraînée sur des intrus, ce genre de choses. Pour autant, ça ne sert à rien d'égrener tous les sujets que vous pourrez trouver parce que finalement les exercices diffèrent. Ce qu'il faut vraiment, c'est juste avoir une idée globale du type d'exercice qui peut vous être demandé. Et surtout, en fait, travailler la gestion du temps parce que c'est le plus important dans cette épreuve. C'est juste se dire, bon, de toute façon, j'ai plus de questions que ce à quoi je pourrais répondre. Donc, allez vite, ciblez celles pour lesquelles on est quasiment sûr de la réponse et laissez tomber les autres parce que finalement, si je ne me trompe pas, il y a des points négatifs déjà parce que ça se présente sous forme de QCM. Et ensuite, comme on a tellement de questions, autant aller répondre directement à celles qu'on trouve plus simples ou pour lesquelles on est sûr parce que comme ça, on gagne globalement des points plutôt que de rester bloqué pendant 5 minutes sur une question et perdre du temps. Voilà, donc... Et faut vraiment pas trop se poser de questions pendant l'épreuve, juste enchaîner les questions. Mais tu avais quand même pas mal bachoté? Non, pas tant que honnêtement, dans ma prépa, on nous proposait un entraînement en fin de première année, mais du coup, dont j'ai gardé aucun souvenir parce que voilà, c'était sur une matinée. Et, en première année, ça nous semble tellement loin que voilà... on ne fait pas forcément toujours très attention. Et ensuite, c'était plus pendant la période entre les écrits et les oraux où on nous avait proposé 1 ou 2 sessions. J'avais dû aller à une, et puis, mais finalement, je crois que j'avais même terminé en avance parce que voilà, il y avait un moment où j'en pouvais plus. Donc non, franchement, il n'y a pas besoin de trop se préparer à ce type d'épreuve. Juste garder en tête que ce qui compte, c'est la gestion du temps et quand même savoir un peu ce qui va nous être demandé. D'accord, très bien. J'espère qu'il y aura une question sur l'entretien de motivation parce que c'est un autre exercice, j'imagine. Et on va passer tout de suite à une séquence que vous aimez tous, le Qui suis-je ?
Le qui suis-je, c'est 3 personnalités qui vont apparaître dans cet écran sans suspense. Je vais vous dire qui sont ces personnalités, ce n'est pas un test de connaissance. Et vous allez en choisir une, mais seulement une. Bon, après, il peut y avoir débat entre vous qui va vous représenter de manière très subjective ce soir la vision que vous faites de votre école et de votre programme. Ces 3 personnalités ont tout un point commun. Est-ce que déjà vous savez à peu près lequel c'est? Peut-être, oui. elles sont passées par l'ESSEC à un moment. Eh bien oui, bravo, vous avez réussi l'entretien. Elles sont toutes passées par l'ESSEC. Donc on a Fleur Pellerin, ex-ministre des Femmes d'Affaires, elle est sortie diplômée de l'ESSEC. Thierry Peugeot, donc lui c'est un homme d'affaires aussi reconnu, industriel français, qui est à la tête du conseil de surveillance du PSA, le groupe donc, que je ne présente pas, Peugeot Citroën. Et diplômée de l'ESSEC aussi, Marie-Josée Pérec à droite, triple championne olympique également, passée par l'ESSEC, c'est assez étonnant pour elle. Alors, est-ce qu'une de ces personnalités vous inspire un côté de votre école que vous souhaitez souligner, peut-être un esprit? Moi, j'aurais tendance peut-être à choisir la troisième personne, dans le sens où finalement, en ayant fait l'ESSEC, certes, on peut se retrouver comme PDG d'un grand groupe, mais finalement on peut aussi emprunter un chemin totalement différent et se retrouver à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Voilà, moi ça me rappelle un peu le fait qu'en étant à l'ESSEC, vraiment, on peut arriver avec une idée précise, un parcours qui nous tente, tester, et puis finalement se dire au bout d'un stage, non en fait c'est pas du tout le secteur qui me plaît, et changer. En fait, les choix qu'on va faire ne sont pas déterminants au sens où... Il s'agit vraiment de construire un parcours, mais on n'attend pas de nous qu'on soit cohérent de la première jusqu'à la dernière année et que toutes nos expériences s'inscrivent dans un schéma précis qui était pensé dès le début, avant notre arrivée à l'ESSEC. Parfait. Donc, tu choisis Marie-Josée Pérec. C'est ça. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une idée de course, peut-être d'esprit d'équipe aussi, quelque chose comme ça? Oui, on aurait pu parler de ça, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu vois ton parcours à l'ESSEC comme un marathon, comme une course de fond, comme une course de vitesse? Plutôt comme un marathon, je dirais, parce que on n'attend pas de nous on n'a pas un nombre d'années déterminé pour diplômer déjà. Si on a besoin de prendre 4 ans peut-être plutôt que 3, la possibilité nous est laissée de le faire. Mais d'un autre côté, il faut quand même marquer les étapes, justement, et voilà, et savoir se montrer assez... s'adapter finalement à nos différents choix et aux différentes expériences auxquelles on va participer. Marie-Noëlle, vous la rejoignez dans ce choix? En fait, moi je dis c'est la diversité. C'est difficile de faire un choix parce que c'est la diversité de ce qu'est effectivement l'ESSEC. Entre hommes, femmes, politiques, sportifs, tous acteurs de leur vie, tous engagés. Donc j'avais un peu... c'était très bien, Chloé, que vous... Parce que elle est douée, hein. Elle est très douée. Elle n'aurait pas fait l'ESSEC. Parce qu'en fait, ils sont effectivement, chacun représente la notion d'engagement, la notion de responsabilité par rapport à la société. Parce que quand on soit dans le monde politique, le monde économique et le monde sportif, on représente la société. Donc, moi, je fais joker parce que la réponse a été donnée. Et moi, c'est vraiment les 3 représentent la diversité. Très bien, merci beaucoup pour cette séquence Qui suis-je ? Et on va passer à la suite des questions. Allez-y. Allez-y, Marie-Noëlle. Alors, peut-on démarrer sa première année sur le campus de Singapour ? Alors, après classe préparatoire, l'année pré-master se passe à Cergy. Pour l'admission sur titre, effectivement, on peut démarrer, mais là, c'est pas le public. On a du coup un live spécial pour les admissions sur titre. Voilà, sur les admissions sur titre, on peut démarrer sa première année sur le campus de Singapour. D'accord, mais on peut tout de même partir à Singapour après avoir fait une prépa quand même. Et, bien sûr, oui. Bien sûr. Dès janvier, des étudiants peuvent pas, janvier de l'année. D'accord, donc toi, par exemple, en janvier, projet, tu peux te retrouver à Singapour. Peut-être pas ce janvier-là tout de suite, si. Pas janvier là, parce que l'année académique va jusqu'au mois de juin, le stage, mais janvier, le début du cycle master, en janvier du cycle master. En soit dans un an, quasiment jour pour jour, oui, je pourrais être à Singapour si jamais j'en ai. Et t'as envie ? Je me pose la question parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Asie, donc ça pourrait être une bonne occasion. Je ne me suis pas encore projetée au point de me dire l'année prochaine j'irai à Singapour, mais
la porte reste ouverte. Tu pourrais aller ailleurs puisque vous avez plusieurs campus, c'est pas le seul. Alors, il y a le campus de Singapour et le campus de Rabat. Effectivement, à Rabat, on peut aussi aller passer des tracks de 3 mois, donc on peut rester même 6 mois, autour de tout ce qui est entreprendre en Afrique et tout ce qui est on appelle ça General Manager in Africa, comme on a General Manager in Asia, où là, on a des cours de géopolitique, des cours d'économie, des cours de négociation autour de la dimension régionale. Donc, pour l'Asie, quand on est à Singapour, et pour l'Afrique, quand on est à Rabat. Quand on veut orienter sa carrière plus vers l'Asie, naturellement, on va aller à Singapour, et vers l'Afrique, on va aller vers Rabat, c'est ça? Oui, Grosso mais il y a modo. des étudiants qui veulent aussi découvrir, c'est-à-dire certains étudiants, par exemple des étudiants qui veulent travailler autour de l'entrepreneuriat social. Nous avons remarqué qu'effectivement, ils vont faire le choix d'aller passer 3 mois ou 6 mois sur le campus de Rabat, parce que là, ils vont pouvoir développer certains projets, être sur place pour développer certains projets. Voilà, ce qui ne veut pas dire que si on veut travailler dans l'entrepreneuriat social, Singapour ne s'y prête pas non plus. Vous voyez, donc non, on ne s'enferme pas. Ok. Allez-y pour la prochaine question, vas-y. Alors, j'aimerais travailler sur des thématiques de développement durable, si possible avoir un poste à haute responsabilité pour pouvoir agir. Est-ce que l'ESSEC forme à ce type de profil? Alors, j'ai envie de répondre par un grand oui. À haute responsabilité, bon, ça en s'en doute un petit peu, mais dans cette thématique en Mais particulier. particulièrement dans cette thématique, d'abord parce que moi, c'est une des raisons qui m'ont fait choisir l'ESSEC. Ah, carrément. Oui, parce que le développement durable, en soi, je n'ai pas encore décidé que ce serait ce secteur-là, mais voilà, ce qui m'intéresse de manière générale, ce serait de réussir à concilier des contraintes économiques et environnementales ou sociales plus tard dans mon job. Voilà, pour l'instant, mon projet n'est pas plus précis que ça. Mais tout ça pour dire que du coup, oui, alors je vais pouvoir répondre avec pas mal de précision à cette question parce que je me la suis posée. Donc déjà, si je peux donner un exemple assez concret, pas forcément de formation, mais finalement de ce à quoi on va être confronté en entrant l'ESSEC, les séminaires sur lesquels on est amené à travailler portent parfois sur ce type de problématique. Par exemple, on a un séminaire qui s'appelle « Comprendre et changer le monde ». Pendant 2 semaines, en fait, on est amené à réfléchir à justement un thème et à essayer de trouver une solution à un problème en lien avec ce thème et à la proposer après à toute la promo. Et le thème sur lequel j'ai travaillé, je ne l'avais pas explicitement choisi, mais c'était lutter contre la pollution plastique. Donc voilà, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à travailler là-dessus en entrant en école de commerce. Pour autant, C'était encore un cliché. C'est une possibilité qui a été offerte par l'ESSEC et je trouve que ça montre assez bien en fait le positionnement de l'école, dans le sens où l'ESSEC, c'est vraiment une école qui se veut, porte-parole et consciente des enjeux d'aujourd'hui, que sont entre autres la question environnementale et sociale. D'accord. Si je peux continuer là-dessus, dans cette veine, plus concrètement en termes de formation, on a notamment la chaire entrepreneuriat social. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, qui ne forme pas forcément au développement durable vraiment spécifiquement. Pour les non-initiés, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce qu'est une chaire? Parce que je me suis posé cette question, je suis allée sur le site de l'ESSEC et je n'ai pas compris. Du coup, il y en a pas mal, hein. On voit chaire. J'ai dû trouver des étudiants qui en faisaient partie, mais pour faire simple, en gros, une chaire, ça va être une sorte de petite classe au sein de l'ESSEC qu'on va suivre pendant 6 mois. Donc on se retrouve avec des élèves qui ont pas forcément le même âge que nous, mais en tout cas les mêmes intérêts. Et du coup, on nous conseille des électifs particuliers, donc des cours particuliers à choisir. On rencontre des acteurs du domaine. Donc par exemple, pour la chaire entrepreneuriat social, on va rencontrer des entrepreneurs sociaux, par exemple des représentants d'associations, des fondateurs de start-up. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se professionnaliser en fait dans un secteur en particulier. Donc là, je parle de l'entrepreneuriat social en lien avec la question, mais il y a beaucoup d'autres chaires à l'ESSEC qui visent plus des secteurs comme le luxe ou la grande distribution. J'en oublie d'autres, mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de suivre pendant 6 mois un parcours un peu spécialisé dans un secteur. On devient un peu un expert finalement en 6 mois, c'est ça? C'est à la fois sur le plan théorique parce qu'on va avoir des cours en rapport avec la question et sur le plan professionnel parce qu'on va être amené à travailler en fait avec ces personnes. On ne fait pas que les rencontrer, on travaille pour elles sur des projets. Voilà, c'est une manière en tout cas de se spécialiser. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux répondre à la question. Est-ce que du coup tu as un poste en particulier dans ta ligne de mire? Non, alors pas du tout. Pour
casser un autre cliché, même si c'est plus trop le moment. Justement, au moment des entretiens de personnalité, de motivation, à l'ESSEC, on ne nous demande pas on n'attend pas de nous qu'on ait un poste en vue en particulier. Et de ça, je suis très reconnaissante à l'école parce que même aujourd'hui, en étant en première année, j'ai toujours aucune idée vraiment du poste auquel je veux travailler. Et voilà, j'attends un peu avant de me prononcer là-dessus. T'as le droit. Ok, un petit mot à ajouter. Je pense qu'on a été très 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 complet quand même. Je crois que ça a été très clairement expliqué. Avec, c'est marrant, on dirait que les questions ont été faites pour toi. Et après, il y a d'autres activités aussi associatives et autres autour du développement durable. C'est-à-dire que le développement durable, il est dans le cours. Et là, il y a le projet professionnel du développement durable. Mais il y a aussi sur le campus. Et là, il y a de plus en plus, aussi, on peut s'engager. Et c'est vrai que par exemple, on a développé depuis maintenant 1 an, il y a un cours obligatoire en ligne autour de tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose RSE, de la même façon exactement qu'un étudiant doit maîtriser les fondamentaux de la finance, du contrôle de gestion, de la stratégie. Maintenant, c'est devenu incontournable. C'est devenu incontournable. Donc, tout étudiant diplômé, il aura effectivement été sensibilisé, enfin, plus que sensibilisé, il aura suivi un cours en ligne avec une validation autour de cette notion de RSE. Donc, je pense que c'est devenu complètement intégré dans la formation et il y a des étudiants qui vont plus loin et qui veulent effectivement travailler dans ce domaine. Et si je peux rajouter une dernière chose, parce que moi, ça m'avait vraiment convaincue de venir à l'ESSEC, il faut savoir qu'il y a aussi un collectif d'étudiants en ce moment qui travaille sur ces problématiques qui s'appelle ESSEC Transition et qui vise en fait à faire évoluer l'école, que ce soit en matière de cours, en matière de campus, sur des pratiques qui soient plus respectueuses dans l'environnement. Donc c'est pas que dans les cours, c'est dans le quotidien de l'étudiant. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment, moi je trouve ça assez génial parce que ça montre que l'administration est quand même assez ouverte sur la question. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut et que toutes nos idées vont être acceptées, mais des personnes qui acceptent de remettre en question des cours qu'elles enseignent depuis des années pour justement s'ouvrir à des problèmes comme la transition écologique, je trouve ça assez formidable. Et voilà, donc venez à l'ESSEC, venez au Noise et à l'ESSEC Transition. Très bien, le message est passé. On va passer à la question suivante. Allez-y. Alors, nouvellement normalien, j'ai beaucoup hésité avec une école de commerce. Est-il toujours possible d'effectuer un double diplôme avec votre institution ? Alors là, je mets la réserve, je pense que normalien, c'est probablement l'ENS Ulm, mais il y a plusieurs ENS, donc je vais répondre. On va répondre par rapport à ça. Je vais répondre par rapport à l'ENS Ulm, puisque nous avons un double diplôme, effectivement, avec l'ENS Ulm. Et donc, ce double diplôme, il vise 2 populations. Il y a la population des étudiants qui sont doublement admis, puisque nous avons des étudiants, mais ça n'est pas le cas ici, mais des étudiants qui ont passé l'ENS et qui ont passé l'ESSEC et qui ont les 2. Donc là, on a un parcours aménagé dans le cadre de cette convention. Là, en l'occurrence, comme la personne a hésité, ça veut dire qu'il est à l'ENS et qu'il peut effectivement candidater au double diplôme avec l'ESSEC. Donc on est dans l'autre côté du miroir. On est dans l'autre côté du miroir, exactement. On accueille les étudiants de l'ENS Ulm en double diplôme. Et les étudiants des autres écoles qu'on a citées aussi, qui sont mélangés du coup aux autres. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un double diplôme, on le construit avec nos étudiants ESSEC qui vont chez le partenaire et donc qui ont ESSEC et le partenaire, donc là en l'occurrence l'ENS, et les étudiants du partenaire qui passent aussi des épreuves aussi pour rentrer à l'ESSEC, mais qui, voilà. Par exemple, cet étudiant, je lui conseillerais de rencontrer la direction des études de l'ENS Ulm, on a rédigé ensemble ce document, donc comme ça, il aura toutes les réponses à ces questions, et puis il peut aussi... Puis après, dans un second temps, vous les rencontrez aussi. Tout à fait. Très bien, écoutez, il reste un quart d'heure avant la fin, on va passer à la séquence destination finale. Un bocal, des petits papiers, une main innocente. Et voici la recette secrète de la destination finale. Chloé, je t'invite à tirer un papier au sort et à compléter la phrase qui va apparaître. Alors. Le métier de mes rêves, ce serait... Alors, tu n'y as pas eu droit pendant les entretiens de motivation, tu y as droit sur le campus Chanel. Chanel. En cuisine. Mais je vais vous faire la même réponse. J'ai pas encore de métier de rêve attitré, on va dire. T'en as plusieurs peut-être? Alors, en fait, j'ai plutôt des idées, pas forcément de métier, mais de ce que je serais amenée à rencontrer dans mon métier. C'est un peu vague dit comme ça. Comme je disais tout à l'heure, le fait de travailler sur... l'enjeu de concilier à la fois des contraintes économiques et environnementales ou sociales, ça m'intéresserait beaucoup. Après, voilà, je pense que comme beaucoup de monde, ce que j'aimerais trouver dans mon métier plus tard, c'est du sens.
Mais si je dois me réveiller à 40 ans et me dire bon qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici, ne pas me dire rien. Donc voilà, j'ai pas de métier j'attends toujours en fait de trouver le métier qui satisfera ces conditions. De faire un rêve justement dans lequel il y aurait ton métier qui apparaîtrait. Ça. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un métier de rêve quand on sort de l'ESSEC ? Chacun a son métier, chacun a construit. Ce qu'on encourage les étudiants à faire, c'est de ne pas s'imaginer, de ne pas essayer de rentrer dans un métier parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a une pression sociale ou parce qu'il y a une pression, je dirais, extérieure. Justement, prendre le temps de ce cursus pour réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire. Est-ce que j'ai vraiment des étudiants qui nous demandent j'hésite entre la start-up et puis la grande entreprise. C'est normal de se poser cette question. Quelle est la meilleure réponse que de vivre 2 expériences et de travailler sur où est-ce qu'on a été le plus heureux, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. C'est de ça dont on veut vraiment que les étudiants puissent bénéficier pendant leur parcours. Mais c'est là qu'on voit que l'étudiant, il doit être acteur, il doit être moteur. C'est lui qui sait au fond de lui-même. Alors, je pense qu'on a beaucoup de chance parce que finalement, les étudiants saisissent ces opportunités. Peut-être dire que le métier de sortie ne sera pas le métier qu'on va exercer toute sa vie non plus. Ça, c'est une réalité. Je crois qu'on le lit beaucoup et que c'est une réalité. On peut passer par une grande entreprise, créer son entreprise juste après. Moi, je rencontre des étudiants qui sont sortis depuis 4 ou 5 ans et qui, effectivement, après un passage dans une première entreprise, ont complètement changé, y compris après des organisations vraiment qu'ils avaient choisies. Mais c'est normal d'évoluer. Est-ce que l'ESSEC, justement, donne ces outils pour évoluer, justement, au cours de sa carrière ? C'est-à-dire que les études, c'est pas que pendant X années. Elles continuent après, une fois qu'on est en poste, à infuser. Alors, il y a 2 choses. D'abord, il y a le réseau des alumni. Il y a une relation assez forte. Alors, les étudiants, dès qu'ils rentrent, et là peut-être que c'est important que les personnes le comprennent, dès que l'étudiant rentre, on essaie de le sensibiliser à l'aide et l'apport du réseau des anciens. Savoir contacter un alumni, savoir lui demander conseil, choisir un mentor, aller à des conférences organisées par des alumni. Tout ça, ce sont des expériences que l'étudiant peut vraiment peut en bénéficier. Donc, une fois que l'étudiant occupe son premier poste, après, pendant son cursus, il a beaucoup réfléchi, beaucoup construit. Donc, il va continuer. Cette compétence-là, il va continuer de la faire vivre, il va la développer. Et il aura déjà expérimenté. Donc, a priori, on sait que les étudiants savent le faire. Et ils restent en contact avec le réseau des alumni, bien sûr, où là, il y a encore des ateliers, des clubs, des tas de choses, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Très bien. Chloé, tu peux lire la prochaine question ? Comment se déroulent concrètement les oraux d'admission ? Y a-t-il des questions auxquelles on peut se préparer en amont ? Alors, ces questions. Tu disais que tu t'étais pas trop préparée aux tests, mais pour les oraux d'admission, est-ce qu'on peut se préparer réellement ? Oui, en tout cas, moi, je m'étais quand même assez bien préparée. Normalement, les classes prépa offrent quand même généralement la possibilité de passer d'école, que ce soit en première ou en deuxième année, parfois les deux. Donc l'école, je suppose que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. C'est un oral blanc, oui, c'est voilà, ça ? c'est une sorte d'oraux. Là, en particulier en langue. Donc ça, c'est une bonne manière de s'entraîner. Si on peut en faire le plus possible, c'est bien parce que finalement, le jour où on arrive aux portes de l'ESSEC ou d'autres écoles dont on passe les oraux, on fait pas vraiment la différence entre toute l'école qu'on a passée et puis celle qu'on va passer maintenant, en fait. Après. Pour l'entretien de personnalité, moi je sais que c'était vraiment l'épreuve que je redoutais parce que il y en avait un en particulier que j'avais fait justement pendant mes années prépa pour préparer, qui s'était pas très bien passé. Oui, on peut préparer et anticiper certaines questions, c'est même assez important. Pour autant, il faut quand même rappeler qu'à l'ESSEC, c'est 40 à 45 minutes, il me semble. Minutes. Voilà, 45 minutes. Donc, il ne faut pas non plus partir avec l'idée en tête de planifier tout l'entretien parce que ça ne sera pas possible. Et il y aura forcément des questions auxquelles on n'aura pas pensé, qu'on n'aura pas anticipé. Après, si je peux donner 2-3 idées pour préparer les entretiens, ce serait déjà de préparer une courte introduction, parce qu'on nous demande toujours quasiment de nous présenter à notre jury. Et en fait, c'est peut-être 30 secondes ou 1 minute pendant lesquelles on parle, elles sont très importantes parce que c'est le moment en fait où
on va pouvoir tendre des perches au jury sur des sujets que nous, on a envie d'aborder parce que voilà, on pense que ça nous met en valeur. Tu peux un peu manipuler le jury, quoi. Au moins l'amener vers guider, quoi. des sujets où nous, on sera à l'aise. Et finalement, donc ça, c'est ta petite astuce. Oui, et du coup, préparer cette introduction en glissant quelques allusions, voilà, juste avoir déjà préparé cette introduction, ça peut être un bon moyen de démarrer à l'aise en tout cas. Ok, comme un pitch sur Campus Chanel. C'est ça. Exactement. Et est-ce qu'il y a des questions dont tu te souviens? Tu peux nous donner un exemple? Tu disais qu'il y avait des questions auxquelles tu t'étais pas attendu. Qu'est-ce que ça c'était par exemple? Oui, alors je me souviens que j'avais dit que au détour de la conversation, parce que finalement les oraux, les entretiens de motivation, ça prend vite le tour d'une conversation avec des inconnus mais qui cherchent à apprendre à nous connaître. Voilà. Et donc du coup on en est arrivé à la question parce que j'avais dû dire que de manière générale, j'avais tendance à être assez indépendante et à pas forcément me soucier de l'image que les autres avaient de moi. On m'avait dit, mais du coup, vous prenez jamais en compte la vie des autres. Ah ouais, c'est la question piège. Non, alors, est-ce que c'est vraiment l'image que j'ai voulu donner? Non. Mais bon, finalement, en fait, en 45 minutes, on a le temps vraiment d'expliquer, d'aller au fond des choses. Donc voilà, même s'il y a une question qui nous déstabilise un peu, voilà, faut juste essayer de se faire comprendre et le jury n'a pas pour but de nous saquer ou de vraiment nous mettre mal à l'aise. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup je pense qu'on a eu toutes les réponses à la question. Je crois qu'il faut savoir parler de soi et ça c'est pas forcément facile parce que quelque part c'est difficile. Voilà. Donc pour se préparer, c'est quand même savoir parler de soi et ça on se met un peu se vendre aussi, non? Alors, se vendre, il faut faire attention parce que je crois que ce qu'on cherche, c'est justement un peu d'honnêteté, même beaucoup d'honnêteté. Voilà. Et je pense que se vendre, oui, pas avoir trop d'humilité, mais parce qu'il faut quand même se mettre en valeur, oui. Se donner des éléments qui nous donnent envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que, comme le disait Chloé, comme on a 45 minutes, on a le temps d'approfondir. Et je pense que le fait d'avoir réfléchi sur soi, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, ses centres d'intérêt, ça c'est ce que j'appelle la préparation à l'entretien. Par contre, surpréparer en disant je vais sortir tout ça parce que justement c'est ce qu'on attend, c'est peut-être les clichés dont on parlait tout à l'heure, là je pense que c'est risqué. Il vaut mieux se laisser vraiment porter par les questions du jury. Très bien, on passe à la question d'après, il reste 5 minutes. Quelle est la fourchette des salaires au sortir donc du programme, donc du MIM, Master in Management, donc de la grande école? Il y a une enquête Premier Emploi qui est publiée chaque année. Donc il y a un salaire moyen qui est publié sur la base des diplômés, donc les étudiants quand ils sont dans leur premier poste. Derrière cette moyenne qui est alors je crois que le dernier chiffre c'était 54 € Il faut regarder pour un premier poste. Oui, mais il faut regarder ce qui est derrière. La fourchette, quand on les travaille dans l'entrepreneuriat, bien sûr, les secteurs. Quand on est dans l'entrepreneuriat social, on ne gagnera pas, ce qu'un étudiant gagne, un diplômé gagnera quand il est dans banque d'affaires, par exemple à Londres. Voilà, donc je pense que derrière cette question, je renverrai l'étudiant à l'enquête Premier Emploi que l'on met sur le site qui est publiée. C'est sous contrôle de la conférence des grandes écoles. On pose les questions pour vraiment être transparent. Voilà. Très bien. Donc regardez les différents secteurs, les lieux, les tailles d'entreprise, tous ces éléments-là sont... Voilà. Et puis se poser la question, parce que j'en profite un petit peu derrière cette question, de l'importance aussi que l'on va mettre à cela. Il y a peut-être de la diversité, des étudiants qui choisiront effectivement d'avoir un salaire moindre. En tout cas, peut-être pour commencer. Parce que c'est le secteur de leur rêve et ils savent effectivement que dans ce secteur-là, un créateur d'entreprise, la personne qui lance son entreprise, c'est une évidence, il est dans la base de données, il va répondre, mais lui, il ne va pas se verser son propre salaire peut-être la première année. Voilà, donc cette moyenne, elle cache aussi de la diversité. Très bien. Allez-y pour la prochaine question. Alors, à quel moment peut-on faire l'apprentissage? Combien de places? Si je ne me trompe pas, je dirais que c'est à partir de la 2e année en cycle master. C'est ça, c'est en cycle master. Voilà. Pour le nombre de places, je sais qu'il est limité, Alors, là, il y a une réforme en ce moment de l'apprentissage face à c'est pas mal paru dans la presse. Combien de places? Aujourd'hui, on a 200, je crois que c'est 250 étudiants qui, sur les 2 années d'apprentissage, font l'apprentissage. Sur combien du coup? Alors, je crois que c'est un quart d'une promotion fait effectivement l'apprentissage, choisit de faire l'apprentissage.
Ça correspond aux demandes, c'est-à-dire que ce chiffre-là, il est calibré par rapport aux demandes. Et effectivement, une des pistes, et c'est même une certitude, c'est qu'il n'y aura plus de quota de nombre de places limitées pour l'apprentissage. D'accord, il suffira, entre guillemets, d'avoir le profil, d'avoir trouvé l'entreprise. Alors, aussi. L'entreprise qui remplit certaines conditions, puisque contrat d'apprentissage, il y a des conditions, puisque l'intérêt de l'apprentissage, au-delà de la formation, puisque c'est quand même ça le premier élément, c'est aussi l'avantage économique, puisque l'entreprise paie les 2 années de scolarité, verse un salaire à l'étudiant pendant ces 2 années, y compris quand il est à l'école, puisque ce n'est pas une formation où on ne peut pas partir à Singapour, pas partir à Rabat, pas partir en échange. Non, on peut faire tout faire. Oui, à partir du moment où c'est anticipé avec l'entreprise. Et les entreprises savent effectivement les exigences que les étudiants ont à remplir pour leur diplôme. Et donc, le trimestre d'été où l'étudiant ne sera pas en entreprise, il pourra partir suivre des cours, par exemple, à Singapour. Très bien. L'horloge indique qu'on est presque à la fin. Il reste 2 minutes. C'est exactement le temps qu'il nous faudra pour conclure. Voici les 2 minutes de temps additionnel. Marie-Noëlle, je vous commence à vous donner la parole. Est-ce que vous avez quelques mots pour terminer cette heure passée ensemble et peut-être indiquer encore quelque chose aux personnes qui nous regardent? Ouais, je pense qu'on a balayé un peu tous les éléments et toutes les spécificités et toutes les offres qui sont possibles. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que quand un étudiant a un projet professionnel, essayer de trouver le chemin qui va lui permettre d'accomplir ce chemin, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la musique. On a des étudiants qui vont un peu dans tous des secteurs auxquels on ne pense pas forcément quand on pense école de management. Donc ça, c'est le premier point. Le fait aussi de ne pas se censurer ou s'auto-limiter. Je pense que moi, je suis toujours très admirative lorsqu'on est la cérémonie de fin d'études où on voit tous les parcours accomplis. Je suis toujours admirative de justement ce que les étudiants ont pu faire, de tout ce que nous on peut apporter dans l'offre. L'offre, elle est extrêmement large. On va certainement pas la décrire en 1 heure et à travers quelques questions. Toutes les chaires, toutes les filières, vous le disiez tout à l'heure. Il y a des combinaisons à faire. Être un vrai casse-tête pour celui qui fait les emplois du temps. Oui, ça je pense que c'est certain, parce qu'on essaie toujours de trouver les solutions qui permettent aux étudiants. Alors après, il y a une limite, et on essaie aussi d'avoir beaucoup de transparence avec les étudiants et d'expliquer. Quand ça n'est pas possible, on explique pourquoi. Et en général, cette confiance avec les étudiants, elle est importante. L'autre point, c'est l'étudiant acteur. Ça a été dit tout à l'heure par Chloé, ça je pense que c'est important. On se nourrit aussi beaucoup d'échanges avec les étudiants, d'idées, et on essaie toujours d'avancer. Donc moi je serais très heureuse si de nouveau il y a toute cette richesse d'étudiants. L'étudiant acteur, naturellement, je vais donner les derniers mots, il reste une poignée de secondes, à Chloé, étudiante. Peut-être dire que finalement, l'ESSEC, comme beaucoup d'écoles, prône certaines valeurs, c'est présent dans le slogan, c'est des choses qu'on entend, qu'on répète un petit peu, mais vraiment, c'est pas simplement des mots en fait. Passer la porte de l'école, on retrouve vraiment dans différentes actions des valeurs comme l'égalité sociale, l'ouverture aux enjeux actuels que j'avais cités la dernière fois, et c'est vraiment pris en compte par l'administration. Et en tout cas, moi, c'est une chose qui me tient réellement à cœur, parce que si j'ai choisi l'ESSEC, c'est justement parce que ces valeurs m'attiraient. Et passer la porte de l'école, je me suis pas dit, mince, en fait, sur le papier, c'est écrit, mais finalement, quand j'y suis, ça me dit rien. En fait, vraiment, c'est une des choses qui m'a le plus marquée pour l'instant dans mes premiers mois, c'est que ces valeurs sont vraiment là au quotidien et on travaille pour qu'elles y restent. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes les questions des internautes, peut-être futurs étudiants de l'ESSEC, de votre programme Grande École. Merci à vous d'avoir été avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau live sur Campus Chanel.